Ces 3 focus qui portent vraiment sur l'organisation, eh bien nous allons passer à un moment phare de chaque congrès que vous avez pu vivre. Il s'agit évidemment de l'adoption du texte d'orientation. Alors pour cela et pour ce moment important, j'appelle à me rejoindre sur scène Patrick Lénanquer, Alain Maïssa, Guy Babola, Séverine Saint-Martin. Voilà, alors Patrick, pour ce moment important, pouvez-vous nous rappeler le processus qui a été retenu pour préparer ce texte d'orientation avec notamment tous les congrès régionaux qui se sont tenus d'avril à juin? Oui, donc on a la diapo qui montre. Pardon, si je ne prends pas le micro, ça ne va pas aller. Donc la diapo que vous avez à l'écran, donc, qui montre le processus donc, ascendant qui était le nôtre pour ce texte d'orientation. Donc tout d'abord, un projet de texte d'orientation avec 3 grandes orientations sur le projet sociétal, la performance au service des adhérents et le développement de notre mouvement, validé donc à la Convention nationale de 2015, l'organisation ensuite de tous les congrès régionaux. Donc là, les petites photos représentent l'ensemble des congrès qui se sont donc tenus, 10 congrès, puisque certains congrès préfiguraient déjà des regroupements d'unions régionales. Ces congrès se sont appropriés le projet de texte d'orientation, les ont enrichis, ont fait des contributions, notamment au travers, pour certains congrès qui l'ont utilisé, la plateforme Success Together, qui a permis des contributions directes donc, des participants. Et enfin, l'adoption du texte qui vous est proposé aujourd'hui par la direction nationale réunie le 7 juillet, et qui a été présenté en convention nationale du lendemain, vendredi 8 juillet, et donc qui a amené au texte que vous avez et que nous présenterons et qui sera soumis au vote. Merci Patrick. Alors, mais je vous propose maintenant d'écouter Alain Maïssa. Alain Maïssa qui va nous faire le point sur le premier axe du texte d'orientation, affirmer le projet sociétal du mouvement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, Patrick vous l'a expliqué, hein, le processus a été largement participatif, donc vous ne serez pas surpris si vous avez déjà lu le texte, d'y retrouver des notions et des idées qui ont été largement déjà évoquées ce matin. Donc on va être assez bref dans le commentaire. Donc j'ai simplement resté sur 3 accroches, sur 3 idées un peu fortes qui se dégagent de ce texte concernant le projet sociétal. Premier point, je l'ai appelé la preuve par l'exemple. On a noté, au travers de tout ce qui a été fait en matière de communication notamment, que notre notoriété, au-delà de la notoriété, notre image a évolué pour devenir une image, d'abord sortir de la confidentialité. Il fallait d'abord être reconnu comme des entreprises. Ça, c'est acquis. Maintenant, on est reconnu comme des entreprises performantes. Ce n'était pas gagné, mais c'est acquis aussi. Mais ce travail-là, on l'a fait presque en disant, nonobstant nos pratiques. C'est-à-dire qu'on ne les mettait pas forcément en avant, on ne les reliait pas à nos performances économiques, on n'établissait pas ce lien entre le processus démocratique, le partage des richesses. C'était quelque chose qui venait à côté, mais qui n'était pas indissociablement lié à ce que nous étions capables de démontrer en termes de réalisation. Donc je crois que la prochaine étape, et ce que veut dire ce texte, c'est que maintenant il faut mettre les choses de front, et toujours évoquer l'un et l'autre, et plus l'un sans l'autre, pour montrer le lien étroit qui les lie. Et pour ça, il ne faut pas être simplement dans l'incantation, il faut être dans la démonstration. Alors au travers, effectivement, de témoignages, mais au-delà de ça, je crois qu'il faut qu'on travaille maintenant à construire des indicateurs objectifs qui nous permettent de nous comparer et d'avoir cette fois des preuves indiscutables de ce qu'on avance.
Le deuxième item, c'est tous militants. Hein, on l'a vu, même si le mot a, au travers de l'étude, quelque chose qui n'est pas encore très positif, je crois que l'enquête adhérent, elle, montre qu'il y a une attente de ce point de vue-là, puisque nos adhérents disent qu'ils ne sont pas encore totalement satisfaits de la façon dont on les associe à nos projets. Donc ce que sera un des chantiers de la mandature qui s'annonce et qui va être essentiellement un chantier apporté par les unions régionales, donc ça il faut bien l'avoir en tête, c'est d'associer beaucoup plus largement tous nos adhérents, qui sont tous autant de militants, pour développer et irriguer encore plus notre environnement et porter, entre guillemets, la bonne parole. C'est presque une mission de prosélytisme qu'il faut que l'on sache porter plus encore maintenant. Et dernier point, et je suis rapide, et c'est un peu en réaction aussi à ce qui s'est dit ce matin, je l'ai un peu senti comme ça, en tout cas au travers de quelques réactions dans la salle, c'est évoluer, mais évoluer sans se renier. J'ai bien... alors, là encore, réaction par rapport à l'étude sur les mots, qui est au demeurant très intéressante, mais qui forcément nous amène à réfléchir sur un certain nombre de sujets. On nous renvoie à la nécessité d'aller vers de nouvelles choses. Pour autant, quand on fait un rapide flashback et qu'on regarde ce qui s'est passé sur les 15 dernières années, on constate que le mouvement a été capable de faire émerger de nouvelles formes d'organisation. On parle des SIC, on parle des CAE, récemment les scopes d'amorçage, on pourrait aussi parler des groupes coopératifs, au-delà de ça, des statuts, le statut d'entrepreneur salarié, et je n'ai pas en mémoire qu'il y ait eu dans l'économie classique d'autres évolutions de cette nature, si ce n'est un temps une proposition sur le CPE, plus récemment l'entrepreneuriat individuel, autant de choses qui sont assez éloignées de ce que nous on attend de l'innovation et de l'innovation sociale. Donc ça veut dire qu'on a une obligation de continuer à rester en phase, en prise avec l'évolution de la société, notamment pour pouvoir y associer plus largement les jeunes générations. La demande en est faite, mais il faut qu'on soit toujours vigilant à le faire en respectant ce qui est notre, je vais dire presque notre fonds de commerce, si je voulais être un peu trivial, mais qui est quand même le socle de notre propre existence, et c'est là-dessus qu'on pourra construire, sinon qu'on risque de construire sur du sable. Donc je crois que ça c'est le dernier point sur ce que vous aurez à bientôt à approuver comme texte, et qui, je vous le rappelle, a été largement débattu dans nos différents congrès. Merci. Merci, merci Alain donc, pour cette présentation. Mais je vous invite à découvrir la vidéo qui porte justement sur les orientations projet sociétal. Le mouvement SCOP démontrera les performances du modèle des sociétés coopératives et participatives, en valorisant les réussites coopératives de toute origine, création, transmission reprise, transformation, et leurs pratiques favorisant autant l'épanouissement des salariés que la performance économique, l'un renforçant l'autre. Aux côtés des actions institutionnelles, les SCOP et les SIC sont les meilleures ambassadrices de ce projet sociétal. Le mouvement mobilisera les coopérateurs et les coopératrices dans ses actions d'influence avec des outils permettant de générer des opportunités dans leurs réseaux professionnels, personnels ou territoriaux. Parce qu'elles seront les véritables actrices du changement, les jeunes générations bénéficieront d'une attention croissante de la part du mouvement dans ses actions de communication et d'accompagnement de projets. Voilà, alors je vous propose maintenant de passer au deuxième axe, renforcer l'efficience du mouvement au service de la performance des adhérents, avec une intervention de Séverine Saint-Martin. Nous vous écoutons, Séverine. Alors, nous rassembler pour promouvoir et développer notre modèle d'entreprise, c'est ce qui nous réunit depuis toujours.
Et je suis particulièrement contente de participer à mon premier congrès aujourd'hui et de pouvoir rencontrer ceux qui constituent le corps de ce mouvement, avec les échanges que j'ai avec les uns et les autres, et de voir les formidables projets qu'il y a au niveau du territoire. Alors, au niveau national, avec la Confédération, les fédérations des métiers, au niveau régional, avec les unions régionales, chaque structure a pour objectif de répondre avec compétences aux besoins spécifiques de chaque coopérative, aux différents niveaux de son existence. Et je tiens là particulièrement à remercier le travail formidable fait par les salariés de ces différentes structures qui nous accompagnent au quotidien, que ce soit dans des moments de joie ou des moments un petit peu plus compliqués. Et je crois que vous pouvez être content quand même du taux de satisfaction qui nous a été annoncé ce matin. Moi, j'ai retenu globalement 84% de satisfaction des adhérents. Bravo à vous et merci. Merci beaucoup. Oui, alors dans le cadre de la réflexion prospective qui a été menée pour préparer la nouvelle mandature, qui s'appuie, vous l'avez vu, hein, sur le travail qui a été élaboré et riche au niveau des congrès régionaux, on retient 3 axes particuliers. Alors il s'agit tout d'abord de l'évolution de l'organisation territoriale, je ne vais pas y revenir, Jacques Landriot nous l'a présenté tout à l'heure, même si c'est un sujet qui pour certains nous mobilise en ce moment particulièrement, mais il s'agit uniquement d'un problème d'organisation et ce n'est pas ce qui va donner le sens et la proximité avec nos adhérents. Alors pour la proximité avec nos adhérents, il s'agit de renforcer une double logique, hein. Une logique au niveau de l'accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, bien évidemment, être proche au niveau des projets de création, être proche les premières années pour consolider, on le sait, nos sociétés coopératives sont plus solides que les sociétés traditionnelles au moment de la création. Mais il s'agit aussi, je crois, de pouvoir développer la proximité avec nos coopératives, nos entreprises, pour favoriser leur croissance et leur développement, pour anticiper les difficultés et pour faire en sorte que nous puissions fédérer des énergies et nous permettre de à la fois développer en nombre, développer en taille et faire en sorte qu'on soit un mouvement fort. Deuxième logique, c'est la logique que nous avons plébiscitée au niveau des congrès, c'est renforcer l'animation collective. Il s'agit de développer tout ce qui est interconnaissance. J'en ai profité un petit peu depuis ce matin largement avec le congrès, mais il s'agit de le faire au cœur de nos territoires pour développer l'échange de pratiques, pour développer l'échange de savoir-faire, pour développer des synergies, pour développer de l'intercoopération et faire en sorte que nous puissions aussi faire face à des défis qui sont quand même devant nous. Nous sommes tout d'abord des entreprises, je pense au défi de la transition numérique, je pense aux défis des transitions écologiques, je pense à des défis de transition économique qui se passent voilà, très très rapidement au jour d'aujourd'hui. Et autant nous sommes plus forts en étant plus nombreux dans nos entreprises, je pense qu'on sera plus forts en se regroupant et en étant plus forts sur nos territoires. Merci, merci Séverine pour cette présentation. Eh bien, complétons vos propos avec la vidéo, orientation, performance au service des adhérents. Le mouvement mettra en place l'organisation territoriale d'ici la fin 2017. Il s'agit non seulement du périmètre des 9 unions régionales telles qu'adoptées en direction nationale, mais également la constitution de comités ou de pôles territoriaux dans chaque union régionale, permettant de fédérer, d'animer et de développer les liens entre coopératives du territoire dans une logique de proximité politique et technique et d'affirmation de notre présence locale. Le mouvement accompagnera de manière plus structurée l'évolution du projet coopératif de chaque SCOP, SIC, implication des coopérateurs et des coopératrices, vie et formation coopérative,
ainsi qu'une culture renouvelée de gestion des richesses humaines et de management coopératif. Il développera dans ces domaines un observatoire des pratiques et favorisera les échanges entre les adhérents. Afin de créer un véritable réseau de liens, dynamique et solidaire, le mouvement favorisera l'interconnaissance entre les SCOP et les SIC par des rencontres par territoire, par métier ou filière, et en développant des plateformes collaboratives permettant des synergies, partage de ressources, de savoir-faire, tutorat, mentorat, co-développement, etc. Voilà, alors poursuivons avec le troisième axe, avec vous Guy, sur la partie donc franchir un nouveau palier de développement. Guy, nous vous écoutons. Merci. Oui, nous pensons que le résultat du plan de développement qu'on a présenté ce matin nous permet en effet de disposer de bases qui sont suffisamment saines et suffisamment solides pour peut-être nous autoriser plus d'ambition et voire plus d'audace en termes de développement des SCOP et des SIC, que ce soit par la création, la reprise, la transmission, par croissance interne ou par croissance externe. Donc cette volonté de développement, elle focalise sur trois axes principaux. Ça ne veut pas dire que le reste est abandonné, hein, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'on continue à viser tous les champs, création, reprise, transmission, etc. Mais disons qu'il y a trois points sur lesquels on veut avancer. Le premier, c'est faire de la croissance des coopératives existantes un axe privilégié de développement, parce qu'on a souvent parlé effectivement de reprise, transmission, etc. Mais il y a aussi les scopes existantes, et là, il y a sans doute un potentiel qui est insuffisamment exploité. C'est améliorer notre positionnement, même si on a vu qu'on a progressé dans les dernières années sur la transmission de PME saines. Donc ça, c'est vrai qu'aussi, on a évoqué le statut de scope d'amorçage qui peut répondre à cet axe-là. Et puis, c'est aussi être davantage présent sur des secteurs à forte croissance. C'était un peu le reproche que nous faisait tout à l'heure Denis Muset. C'est vrai que sur des secteurs, notamment des secteurs numériques, etc., des secteurs qui sont aujourd'hui porteurs de croissance et sur lesquels on n'est sans doute pas assez présent. Alors, sur ces éléments-là, qui sont évidemment des éléments engageants, je pense qu'il faut insister sur deux dimensions importantes. C'est que pour arriver à tenir ces objectifs, il faut d'abord effectivement être très vigilant sur le renforcement de notre réseau. C'est notre force d'action, c'est le réseau. Donc là, il y a un travail qui doit être fait de renforcement du réseau en matière de compétences, en matière de mutualisation possible. Moi, j'insiste beaucoup, je l'ai dit ce matin, mais je le redis. Je pense qu'on a avec la mutualisation de moyens au sein de notre réseau des capacités encore mal exploitées. Donc c'est de la mutualisation qui peut être au niveau national, mais je crois aussi beaucoup aux mutualisations interrégionales. Donc c'est un point sur lequel il faudra être très, très offensif pour renforcer le réseau. Et puis le deuxième aspect en termes de moyens, c'est évidemment la disponibilité, l'accessibilité à des moyens de financement ad hoc. On parlait ce matin de Socoden, donc je crois que là il y a un vrai enjeu en termes de mutualisation là aussi, pour rendre ces outils financiers qui encore une fois sont tout à fait fantastiques, plus accessibles, plus efficaces. Et également, ça nous interroge sur comment on fait pour que ces outils financiers soient le plus efficaces possible au niveau national, au niveau régional, et soient aussi des moyens de relancer peut-être le partenariat avec nos partenaires financiers traditionnels ou peut-être moins traditionnels, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu autour de l'accessibilité de nos outils et de leur capacité à favoriser des partenariats externes. Voilà, alors merci à vous, nos intervenants. On va avoir un temps d'échange pendant 10 minutes avec vous. Donc, voilà, nos intervenants sont à votre disposition. Qui se lance? Alors, effectivement, voilà. Je suis donc Isabelle Poujoula de la SCOP Géromouve. On est assez récent puisqu'on s'est créé le 1er septembre 2015.
J'avais une question à vous poser, surtout sur la partie numérique, et nous on fait partie notamment aussi du grand mouvement de la Silver Economy. Il y a beaucoup d'applications qui fleurissent avec beaucoup d'objets connectés qui ne sont pas non plus dans le champ que nous on pense important de l'éthique, notamment par rapport aux personnes âgées. Comment vous pensez donc sur ce mouvement-là, si vous déployez le numérique, est-ce qu'il y a un comité d'éthique ou quelque chose qui est prévu pour vérifier que ça correspond bien à la demande des usagers et si on est bien dans la démarche, dans une scope quand même de quelque chose qui va servir et qui est tourné vers l'humain? Je vous inviterai à venir à l'atelier qui doit venir à 16h30. Je crois qu'il a lieu à 16h30 sur coopérative et numérique. Je crois que c'est un vaste sujet. Alors, répondre à un besoin, si je comprends bien votre question, là on est dans le champ de l'innovation sociale. Il faut venir en discuter. C'est un peu compliqué de vous apporter une réponse comme cela, mais je crois que c'est effectivement... Il y a un groupe de travail qui existe, hein, oui, sur toute la question du numérique. Il y a une expertise au niveau de l'innovation sociale qui est déployée au sein du mouvement, et je crois qu'il faut qu'on discute. C'est une réponse un peu, je botte un peu en touche, mais... Voilà. Merci. Alors donc, on va prendre une autre question. Quel est l'agenda et quels sont vos projets par rapport à l'interréseau SIC? Alors là, je prends le micro, mais c'est difficile de répondre, puisque dans 2 heures, je ne suis plus président, et je laisserai la nouvelle équipe s'emparer de cela. Non, je pense qu'aujourd'hui, alors oui, on en parlera non seulement demain, mais on en parlera pendant 4 ans, puisque vous avez bien vu que c'est le congrès des SCOP et des SIC. Donc plutôt que d'avoir une structure interréseau à côté, quelque part, qui travaille avec des ponts avec le mouvement selon les moments. Là, on a franchi vraiment un cap fort et très très significatif, puisque nous avons choisi, plutôt que de chercher une case aussi grande possible ou confortable possible, on s'est dit mais non, c'est le même mouvement, il y a une majorité de SCOP, certes, mais il y a un nombre de SIC croissants qui ont toute leur place. Et si vous avez vu ce qu'on a voté justement, donc elles sont présentes. C'est l'un des critères, des 5 critères. Hein, donc elles sont présentes dans nos organisations. Elles sont là, bien présentes dans tous les champs de la formation, de la communication, etc. Et donc, je pense que c'est un chantier permanent pendant les 4 ans qui vont venir, d'accompagner les cycles, leur essor. On a des axes très particuliers que Jacques a présentés ce matin. Et voilà, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que voilà, c'est notre mouvement partagé ensemble. Voilà, SCOP et SIC, et je pense que c'est la plus belle voilà, progression ou promesse qu'on ait pu mettre en œuvre. Autre question? Tout en haut. Alors, oui, voilà, ça y est. Ouais. Oui, bonjour. Je voudrais un point de vigilance aussi sur l'appui au SCOP en difficulté. Autant notre fonctionnement nous pousse à traiter et à créer des petites SCOP, parce qu'on est financé pour ça, parce qu'on a notre trait expert là-dessus. Mais perdre une SCOP moyenne, il faut beaucoup de travail pour la remplacer par des scopes de plus petite taille. Donc il est important dans nos objectifs que nous nous ciblons des tailles moyennes de coopératives dans notre mesure, ce qu'aujourd'hui nous faisons assez peu.
Non, c'est une attente qui était ressortie, enfin on l'a vu ce matin, c'est effectivement une attente qui est ressortie des adhérents, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à mieux et plus intervenir sans doute dans les cas d'entreprises en difficulté. On le fait, hein, je pense que le mouvement n'est pas absent, mais ça correspond aussi, je pense, à ce que j'évoquais sur le renforcement du réseau, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que partout, ou en tout cas sur le plus grand territoire possible, on soit en capacité d'intervenir sur des dossiers d'aide à des entreprises en difficulté, parce que ce ne sont pas des dossiers faciles en général, hein, et donc il faut effectivement, mais ça c'est un problème de capacité et de renforcement du réseau, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, des fois il vaut mieux effectivement conserver une entreprise existante plutôt que s'échiner à vouloir, voilà, donc c'est vraiment un élément, et puis ça correspond à ce que je disais, c'est-à-dire que l'axe quand même prioritaire qu'on doit avoir, c'est un développement basé sur les scopes existantes. Et protéger la vie des scopes existantes, c'est aussi le développement. Merci Guy. Alors, d'autres questions ou des remarques? Oui, bonjour. Ici. Oui, Alain Bouchon, co-gérant de ACA Scope, une coopérative d'activité d'emploi en Poitou-Charentes, administrateur à l'Union régionale et administrateur à Coopérer pour entreprendre. Dans vos textes de ce matin, on a vu que vous aviez relevé le développement des CAE, notamment, comme un axe fort de développement. Vous avez fait référence aussi au travail de la CG Scope autour de la loi de l'économie sociale et de la reconnaissance du statut d'entrepreneur salarié comme étant notable, et on ne peut que s'en féliciter. Vous avez aussi évoqué le fait que la CGScope avait travaillé sur la reconnaissance de SIEG, notamment au bénéfice des CAE, et le SIEG renvoie pour moi à la dimension européenne de nos coopératives. Et pour autant, dans les textes d'orientation, je ne trouve pas notablement d'orientation sur le lobbying vis-à-vis de l'Europe tel que c'est exprimé aujourd'hui. Qu'en est-il de ce travail-là ? Alors peut-être que le texte n'est pas assez insistant sur le sujet, mais c'est une dimension qui a tout à fait été déjà identifiée et prise en compte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si on reste dans le champ de nos coopératives, elles sont peu présentes en termes d'exportation ou d'activité sur le champ européen. En revanche, sur la position du mouvement et la nécessité de s'intégrer dans une vision plus globale, alors c'est vrai en Europe, mais c'est déjà vrai aussi, je crois, en France, sur l'intercoopération dont parlait Patrick, et la nécessité aussi d'avoir des liens plus étroits avec l'ensemble des familles coopératives pour porter et apporter des propositions plus larges que celles qu'on pourrait apporter seul. Mais la dimension européenne n'est pas sous-évaluée, elle est simplement peut-être pas assez explicite, mais là, je vois qu'on cherche dans le texte pour vous apporter la réponse plus précise. Elle a été mise à la hauteur des enjeux qu'on pense devoir être menés sur les 4 ans à venir. Voilà, donc on a encore quelques minutes. Alors le micro est en train d'arriver. Ouais. Pour finir de répondre, je sais que c'est un amendement qui avait été porté par l'Union régionale Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, donc maintenant Occitanie, pour insister sur la dimension notamment internationale, et qui a été intégré. Alors après, on cherche un peu dans le texte, mais je sais que l'amendement a été intégré. Ok. Moi, c'est donc Serge Bourreau, je suis président donc, des Scopes de l'Ouest. Remarque une attention que je vais avoir. On est sur le texte d'orientation, on est les 3 grands axes, projet sociétal, gérer l'accompagnement à l'adhérent et puis le projet de développement.
La question, c'est derrière, ou la remarque, c'est ceci ne se fait pas sans moyens. Ceci ne se fait pas sans tous nos acteurs sur le terrain qui sont bien sûr les politiques, mais qui sont aussi toute l'équipe, je dirais, de salariés que le mouvement a. L'équipe de salariés a été, depuis ce matin, relativement remerciée à plusieurs niveaux, et je trouve que c'était juste, et que la déclinaison de ces axes, sans doute que pour eux, c'est nécessaire d'être un peu plus précis sur un petit peu comment ça va se décliner. C'est pas forcément simple de bien décliner ce texte d'orientation, donc c'est un travail qui reste à faire. C'est aussi des enjeux entre l'argent qu'on a, entre les moyens qui sont au national, la déclinaison de ce qui revient dans les UR. Donc voilà la remarque que je voulais faire, et ça ne peut pas se faire sur ce qui serait le contraire de ce qu'on essaye de dire, sur ce qu'est notre mouvement, sur la santé au travail de toute l'équipe de délégués permanents de notre mouvement, sur le fait d'avoir beaucoup d'attention à ça. Et en tant que président des SCOP de l'Ouest, on est plutôt concerné depuis quelques temps, et je trouvais que j'avais envie de le dire, il faut aussi travailler à cette vigilance, et en même temps, je sais que c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est piloter une équipe, c'est piloter, je dirais, un projet, et piloter des conditions de travail, mais aussi, là, on doit être vigilant et être exemplaire. Merci pour votre intervention, monsieur. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Non, mais très bien. On va poursuivre notre échange pendant encore 1 ou 2 minutes. Si vous avez des questions encore. Oui, merci. Bonjour. Simplement pour insister sur un fait que vous avez souligné, mais qui est important, c'est tout ce qui concerne le lobbying au niveau des autorités, soit locales, soit nationales. C'est une priorité qui doit être très importante, et ça rejoint ce que disait une des intervenantes dans les questions par rapport à l'économie numérique, mais ça va même au-delà, et c'est très important parce que pour nous, coopératives, ça nous permet aussi parfois d'ouvrir certaines portes dont on n'a pas accès par rapport à certaines autorités. Et l'utilisation du réseau des coopératives, et notamment de la Confédération, permet d'ouvrir et d'accéder à des personnes auxquelles on n'a pas accès forcément. Et ça, c'est très important. Merci. Merci pour ce point de vue, ce témoignage. Mais écoutez, nous arrivons à 16h, donc je pense qu'on va passer, on va remercier déjà nos intervenants. Et puis, je vais céder, voilà, on les applaudit très fort. Et puis, je vais donc passer la parole au président du bureau pour procéder au vote d'adoption du texte d'orientation. Xavier Châtelier, la parole est à vous. Je vais parler fort. Alors. La question qui vous est posée est celle-ci. Adoptez-vous le texte d'orientation 2016-2020 qui vous a été longuement présenté par les textes et par les intervenants. Donc, saisissez-vous de votre appareil magique et je déclare le vote ouvert. 15 secondes. Très bien, merci. Donc, le vote est déclaré fermé et nous allons avoir les résultats. Donc sur 1014 voix exprimées, 940 pour, 13 contre et 61 abstentions. Donc le texte d'orientation est adopté à une très large majorité. Je vous en remercie. Voilà, alors merci au passage à tous ceux, aux administratrices, aux administrateurs qui ont bien voulu être les porte-paroles du collectif pour faire lecture des résolutions enregistrées à l'occasion de la Convention nationale en juillet. Et nous allons maintenant vous écouter, Patrick. Voici venu eh bien, le moment de la dernière partie statutaire
avant ensuite de pouvoir, comme vous le savez, rejoindre le village et les ateliers. Alors, nous le savons, quelques adaptations statutaires sont à adopter. Patrick, pouvez-vous nous les présenter rapidement ? Alors effectivement, je vais essayer de vous le faire rapidement et d'abord m'expliquer sur la rapidité de l'exercice. En 2012, nous avions consacré un temps très important dans notre congrès de l'ordre d'1h30 sur nos modifications statutaires, puisque nous étions dans un changement de gouvernance et forcément qui se traduisait dans les statuts. Aujourd'hui, nous n'en sommes absolument pas là. Nous sommes sur réellement le registre de l'adaptation d'un certain nombre de points qui, bien sûr, ont été préalablement présentés en direction nationale et validés par la direction nationale pour vous les présenter aujourd'hui. Alors, première adaptation, il s'agit de la procédure d'admission des membres, procédure simplifiée. Par le passé, nous avions une double admission, l'admission provisoire par le bureau de la direction nationale et admission définitive par la direction nationale. Vous avez bien sûr tous compris que la direction nationale est composée à ce jour de 2 représentants, prochainement de 3, des unions régionales. Et donc à ce titre-là, comme les unions régionales valident préalablement les demandes d'admission, ça fait une procédure quand même un peu complexe et en tous les cas qui peut être longue pour un certain nombre de scopes. Et donc nous vous proposons de passer par une procédure unique faite par le bureau et donc une nouvelle rédaction de l'article 7.1.2. Le bureau de la direction nationale demande l'avis de l'union régionale et de la fédération de métiers compétente lorsque c'est le cas. En cas d'avis favorable, le bureau de la direction nationale prononce l'admission donc de là ou du postulant. Dans le cas contraire, le postulant peut saisir la direction nationale pour décision définitive. Donc on est là sur une validation unique et donc forcément des conséquences dans l'article 7.1.3 où on supprime l'adhésion définitive par la direction nationale et une modification aussi de l'article 16.4.2 où on enlève la demande d'adhésion dans les missions de la direction nationale. Voilà, donc procédure simplifiée pour faciliter l'adhésion des scopes et des SIC à notre réseau. Ensuite, donc, on a quelques adaptations sur la direction nationale renforcée. Vous avez compris depuis ce matin, on parle de 3 membres par union régionale. Jusqu'à aujourd'hui, 16h05, il y a 2 membres par union régionale dans la direction nationale. À partir de tout à l'heure, nous souhaitons que vous validiez le fait qu'il y en aurait 3. Comme on passe de 13 unions régionales avec 2 représentants, on passe à 9 unions régionales, on pense qu'on peut enrichir la direction nationale d'un 3e représentant. Voilà, et donc, il faut modifier donc, les statuts en conséquence. Donc, la composition, c'est l'article 16.1 derrière, sera modifiée, si vous en êtes d'accord, donc sur le fait que c'est dorénavant 3 membres par union régionale, dont forcément là où le président qui est membre de droit. Nos anciens statuts prévoyaient au minimum 3 réunions, nous proposons d'en prévoir au minimum 4. Bon, en réalité, c'est plutôt 5, mais bon, on n'a pas voulu alourdir, mais au moins une réunion par trimestre. Et une dernière adaptation, enfin, ou 2 adaptations de pure forme. Donc, dans nos statuts actuels, il y a, puisque ce sont les congrès régionaux qui nomment les membres de la direction nationale, ou en tous les cas les conseils d'administration issus de ces congrès régionaux. Nos statuts disent aujourd'hui que les membres élus se substituant immédiatement aux sortants, et comme les congrès régionaux ne sont pas en même temps, donc c'est sur une période de 3 voire 4 mois, ça ferait une direction nationale qui serait complètement, comment dirais-je, évolutive pendant une période de plusieurs mois. On propose tout simplement de supprimer cette phrase de telle sorte à ce qu'on puisse effectivement avoir une direction nationale qui va jusqu'au congrès,
et qui évolue par la suite. Et pareil, on propose de supprimer le terme séance, parce que séance renvoie à une notion de réunion physique, alors qu'on peut imaginer, même si ça n'est pas encore le cas pour l'instant, on l'a fait une première fois au niveau du bureau, mais on peut imaginer quand même sur des points très spécifiques de réunir la direction nationale en visioconférence, ce d'autant que l'ensemble de notre mouvement est équipé en la matière, et donc on veut se laisser cette possibilité, donc on supprime seulement le terme séance. Hein. Voilà. Donc du coup, on a l'article 16.1 qui a été modifié, l'article 16.3 sur le fonctionnement qui a été modifié pour intégrer 4 réunions et non pas 3, et on a l'article. Non, c'est tout. Donc sur la modification, et donc ça renforce ces 2 petites modifications, c'est-à-dire renforce donc la direction nationale sur la durée maximale des mandats majeurs, donc à 2 mandatures pleines consécutives. On a un article 13 qui est pas tout à fait, qui laisse donc des interprétations possibles, et donc on a proposé de le réécrire comme vous l'avez donc dans le dossier. Limitation de mandat de l'élu à 1 mandat majeur pour une durée maximum de 2 mandatures pleines consécutives, et non pas de 12 ans consécutifs, qui peut dans certains cas permettre 3 mandatures consécutives. Au même poste, donc, les mandats majeurs sont présidente ou président de confédération, d'union régionale ou de fédération de métiers. Voilà, ces postes-là ne sont pas cumulables. Enfin, quelques aménagements de forme, et non moins importants. L'intégration dans l'ensemble des articles de l'usage du féminin dans le respect des règles du Haut Conseil à l'égalité pour une communication sans stéréotype de sexe. Donc la direction nationale a choisi donc d'intégrer l'usage du féminin dans la totalité. Donc l'ensemble des statuts ont été réécrits avec l'usage du féminin.